chers amis, comme vous voulez, fidèle à votre émission Quoi de neuf. Quoi de neuf, et là nous allons explorer un petit peu le champ littéraire, on peut dire ça antillais, avec une charmante dame qui est venue nous rejoindre, c'est Madame Myrto Ribal. Bonjour Madame. Bonjour. Merci de m'accueillir. Ah, vous voyez comment elle est bien. Alors Madame Ribal, justement, le nom Ribal, c'est purement martinique et pur souchoir. Oui, tout à fait. Alors, au tout départ, j'avais fait une recherche généalogique. Le nom apparaît pour la première fois au Marin. Oh, oui, oui. Ensuite, une partie de la famille migre vers le Vauclin, la montagne du Vauclin, et d'autres poursuivent jusqu'à à l'époque la capitale, donc Saint-Pierre. Saint-Pierre, ah bon, voilà. Oui. Puis, à partir de cela, ils partent. En tout cas, mon grand-père est parti en bateau parce qu'il naviguait. Il a rejoint la Guyane. Et donc, du coup, quand il y a eu la catastrophe, il a perdu ses frères, au moins 3. Donc, les 3 autres, il est venu chercher les 3 autres et il est reparti avec eux. Belle histoire, hein? Voilà. Ça, c'est pour mon grand-père, mais ma grand-mère est aussi, elle vient aussi de Fort-de-France. Vous savez que la recherche patronymique maintenant, c'est fondamental. Tout le monde veut savoir d'où on sort, etc. Oui, oui. Et c'est important pour vous, je constate quand même que vous connaissez les étapes bien. Oui, c'était important parce que, effectivement, dans mes romans, je parle beaucoup, disons, de tout ce qui est transmission, mais aussi de tout ce qui est transgénérationnel. C'est important. Et donc, j'ai poursuivi ma recherche au niveau de la Guyane et c'est comme ça que j'ai eu le nom et le numéro du premier Ribal arrivé par bateau, bien sûr. Non, ils sont arrivés en Martinique. Ils étaient 2. Il y en a un qui a été déposé en Martinique et l'autre en Guadeloupe. Mais il n'y a pas eu de développement important en Guadeloupe, alors qu'en Martinique, ils ont vraiment fait souche. Oui. Bien. Ça, c'était le petit rappel historique. Vous voyez qu'elle est bien informée concernant ses origines patronymiques, etc. Et alors là, vous avez eu une carrière, me semble-t-il, d'enseignant. Vous avez fait des études normales en Martinique même? Vous étiez scolarisé ici? Alors, au tout début, j'étais effectivement, ma première et ma terminale, ce sont des classes qui se sont déroulées à l'IME, donc à l'Institut martiniquais d'études, avec M. Glissant, qui était à l'époque notre professeur de philo. Et puis, je suis partie poursuivre à l'extérieur. Mais comme donc j'ai fait la Sorbonne, mais j'étais surtout intéressée par la langue créole. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que Jean Bernabé avait ouvert une formation en Guadeloupe. Donc, dès le départ, vous êtes une littéraire. Hein? Vous avez un bac A, voilà. Vous êtes à l'IME. Absolument. Et alors là, votre amour de la langue, etc., de la linguistique également, forcément. Oui, ouais. Oui. Donc, vous ont conduit justement à fréquenter le GIREC. Voilà. Vers quelle année à peu près? Parce que Jean Bernabé, je l'ai connu après comme... Alors, au tout début, le GIREC a commencé à l'époque où j'étais là-bas, c'est-à-dire en 76, 77. Ensuite, il a poursuivi... Il est revenu en Martinique et s'est installé en Martinique, Jean Bernabé. Oui. Et le GIREC a poursuivi sa route et a continué son développement. Mais le tout début, effectivement, c'est en Guadeloupe, dans les années 76, c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré et que je me suis rendu compte qu'il travaillait, qu'il avait fondé cette formation. Ce groupe de recherche, en fait. Oui, c'est un groupe de recherche. Voilà. Oui, ça correspond justement à une prise de conscience. À ce moment-là, je vais dire ça comme ça. En Guadeloupe, il y a un bonhomme qui s'appelait Papa Yayette. C'est pas Absolument. Oui. Ce sont les premiers, on va dire, prioristes. Ce sont ceux qui faisaient leur cours en Corée, etc. Oui. Et là, c'est une démarche militante aussi. Hein. Est-ce que vous êtes une militante? Oui, je suis une militante parce que mon père, Étienne Ribal, est aussi des fondateurs du PSG. Donc, j'ai été un petit peu élevée là-dedans. Non, le Parti socialiste guyanais. Oui. Non, mais c'est... Absolument, c'est amusant. Et effectivement, le Parti socialiste guyanais a été fondé au tout début avec M. Cataillé, donc Justin Cataillé, que j'ai connu. Disparu tragiquement. Voilà, en Guadeloupe. Martiniquais, hein?
Je sais. Morne-Rouge, vous n'avez pas vu une place. Oui, je sais. Donc, effectivement, j'ai été donc élevée un petit peu dans ce milieu. J'ai écouté, j'ai entendu. Et ensuite, quand je suis arrivée chez Glissant, je me suis retrouvée à nouveau dans ce milieu de prise de conscience. Donc ça s'est poursuivi tout au long de... Parce que vous insistez sur l'IME, vous avez connu Guy Cabot-Masson? Vous avez entendu parler de lui? J'ai entendu parler de lui. À l'IME aussi, hein? Oui, mais ce sont les années, moi c'était 68, 69, 70. 68, 69, 69, 70. C'est deux années. Donc vous avez quand même un parcours militant, il faut le dire carrément, de reconnaissance de la langue créole. Lorsqu'on a pensé mettre la langue créole en option au baccalauréat, vous avez entendu parler de ça à un certain moment? Et comment? J'étais prof moi-même. Oui, tout à fait. Ça n'a pas fait long feu. Alors, oui, mais il y a beaucoup de raisons. La première, c'est le fait que je pense que beaucoup de personnes n'étaient pas préparées peut-être à cet enseignement, ou alors il y en avait, mais pas suffisamment, pour que partout, dans tous les lycées, il y ait une réponse pour cette option. Il y a aussi un second frein, c'est que les proviseurs n'étaient pas tous persuadés de la nécessité d'offrir cette option à leurs élèves. Et puis, un autre frein, les parents d'élèves eux-mêmes n'étaient pas persuadés que cette option offrirait un plus. Vous savez, quand on a lancé le créole, j'étais au collège de Basse-Pointe à l'époque avec M. Blamel, M. Bissol, c'était les militants en quelque sorte. On allait enquêter auprès des parents pour savoir s'ils voulaient faire inscrire leurs enfants. Ça faisait pas l'unanimité, c'était vraiment... Et ce que vous êtes en train de me dire là, il y a pas un petit côté politique aussi dedans? Politique, oui, bien évidemment. Non, mais aucun homme ne peut être apolitique, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que les proviseurs, malgré tout, ont un côté politique. Ils ont aussi leur point de vue sur la question. Je suis tombée sur des proviseurs et des adjoints qui avaient des opinions parfois radicalement opposées. En ce qui me concerne, j'ai enseigné donc pendant bien 3 ans, cette option. Et j'avais au début des gens qui n'étaient pas du tout convaincus. Je suis allée discuter, échanger. Et j'ai obtenu des modifications de point de vue, mais je sentais bien que c'était à la marge. Mais il fallait faire ses preuves. Il fallait faire ses preuves. Donc on a campé le personnage, voilà. Et là maintenant, on va passer à vos productions littéraires. Vous m'avez emmené 3. On va commencer par le premier. Le premier, c'était quoi? Alors, c'était Pierra. Oui, ça parlait de... Alors, Pierra, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a un accident. Et à partir de cet accident, les souvenirs lui reviennent et elle retrace un petit peu son parcours. Ce parcours montre la transmission, effectivement, et le transgénérationnel, pareil, et elle parle de ses origines qui sont multiples. Le message est un message de dire que de la Caraïbe au continent sud-américain, nous sommes les mêmes. C'est un espace caribéen. Voilà, même si nous avons évidemment chacun nos spécificités, ce qui est tout à fait normal et respectable, mais il est important de s'unir. C'est le message de Pierra. Et aussi la prise de conscience que les jeunes ont perdu justement des connaissances qui seraient importantes pour une vie un petit peu plus proche de leur environnement réel. Alors quel accueil pour ce moment-là? C'était le premier, C'était le premier. Les gens ont apprécié, Oui, les gens ont apprécié. J'étais nominée parmi les... C'était le prix Carbet des lycéens. J'ai été nominée parmi les 5. Voilà. Et donc, ça a été bien apprécié, bien lu. Je suis passée dans des lycées ici.
j'ai présenté, aussi en Guyane et en Guadeloupe, puisque en fait, ça se déroule sur les trois départements. Voilà. Deuxième production, alors? Alors, la deuxième production, j'étais en Guyane quand il m'a été... Vous pouvez montrer à l'écran? Oui. C'est parce qu'on a eu la première... On va montrer le premier. Alors, le premier... On va montrer à l'écran, elle est là, on va pousser un petit peu. Donc, c'est la première production. Hein. Ensuite, la seconde, donc, c'est Mélodie d'eau. Mélodie d'eau. Alors, Mélodie d'eau, ce sont des nouvelles, c'est destiné à la jeunesse, les 14-16 ans. Donc, comme ce sont des nouvelles, ça correspond à des adolescents. Et c'est là aussi, il y a eu un prix, puisque ça avait été une commande passée par la région Guyane de l'époque. Système affecté à tout ce qui est lecture pour des adolescents, donc ils ont demandé dans le circuit scolaire. Dans le circuit scolaire, voilà, ils ont demandé, ils ont lancé un concours. Et donc à l'époque, moi j'ai participé, mais en me disant, bon, et j'ai obtenu donc d'être Donc, deux premiers romans, donc voilà. Nouvelles, un roman, des nouvelles. Et là, maintenant, vous êtes venu nous présenter. Alors, là, je suis devenue présenter donc Nuit intégrale. Les Nuits intégrales. Nuit intégrale. Alors, on est déjà dans l'univers du rêve. Voilà. Un petit peu freudien, n'est-ce pas? On va pas aller jusque-là, non? Mais c'est plus constellation, étoiles, etc. Cosmos, quoi, voilà. À la fois, mais en fait, la réalité, c'est un professeur de SVT qui a une rencontre, je dirais, du troisième type. Il n'avait pas prévu. Et disons que toute sa conception de scientifique est heurtée justement par cette rencontre qu'il nie. Et du coup, il est pas très bien et il profite pour voyager. Puisque c'est la mauvaise période, c'est la période du Covid. Enfin, il est obligé de faire attention. Donc, il part. Il va donc d'abord en Martinique, puis en Guadeloupe. Il va en Louisiane, il va en Dominique. Bref, il fait tout un tour dans l'espoir d'oublier, en fait, de passer à autre chose. Mais petite question, c'est pendant la période du Covid que vous avez écrit ça? J'ai écrit ça, non, un petit peu après, juste après. Enfin, la grosse période de confinement. Non, j'ai écrit, puisque j'ai obtenu donc le prix panamazonien l'année dernière, donc en 2021, je devrais dire. Donc 2021 et 2020, j'ai écrit. J'ai écrit fin 2020. Fin 2020. Donc. Voilà. À la ligne, la lune gibbeuse renvoie comme un miroir des souvenirs du passé à des humains étonnés. Mais s'agit-il seulement de rappel ou de transmission? Justement, c'est à la fois un conte, mais ça s'inspire, je sais pas, je vais pas dire que vous êtes visionnaire, mais vous savez que de plus en plus on est en train de passer à ça. Il y a, non, l'influence cosmique, de plus en plus, c'est très important. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes bien dans le sujet. La notion de science, où on est rationaliste, où on est très proche du réel, très objectif, et en même temps la transmission des savoirs du passé. Et ces savoirs du passé, en fin de compte, rejoignent les nouvelles avancées de la science. Parce que dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la maladie psychique ou de l'agriculture, la Lune a toujours eu une influence. Si nous nous référons dans le domaine, voilà. Les agriculteurs, les agriculteurs, les marins-pêcheurs, les soignants en général savent que il y a quand même des impacts. Donc, c'est vrai que la science avait du mal jusqu'à présent à démontrer de façon rigoureuse cette chose-là, mais de plus en plus, avec nos avancées technologiques, on se rend compte de la réalité. Donc, honneur aux ancêtres, quelque part. Donc, c'est si vous voulez, une jonction entre les générations, quelque part. On voit par exemple l'auteur d'un contre-roman
attestant des réalités et d'espaces parallèles accessibles aux connaissances ancestrales traditionnelles. C'est ça que vous démontrez là. Voilà. À la limite, même les peuples comme les Mayas, tout ça, c'est des gens qui avaient déjà compris bien longtemps avant nous, quoi. D'abord, qui avaient une parfaite connaissance du cosmos et qui savaient donc s'orienter à partir justement des étoiles. Mais nos ancêtres, les Africains aussi, avaient quand même des connaissances sur tout le continent et y compris sur la côte ouest. Ouais. Et donc, ces façons de faire, cette vision de l'être lui-même dans sa globalité et non pas simplement dans sa partie physique, c'est un petit peu ce qui m'a inspirée. Et j'ai voulu donc amener le lecteur avec moi sur ces pistes-là, libre à lui, parce que c'est à la fin est très libre, d'extrapoler. Vous parlez également de l'Amazonie. Oui, je parle de l'Amazonie. Vous avez vécu en Amazonie? Oui, je suis guyanaise. Je suis née en Guyane de parents. Oui, ça, au départ, on a commencé par ça. J'ai oublié de vous demander vos origines même. Vous êtes guyanaise. Je suis née en Guyane, voilà, à Cayenne. Vous connaissez la forêt profonde, les Loyapok. Voilà, Loyapok. Et justement. Les tribus également. Exact. Et justement, le livre parle de ces trois éléments. D'une part, la forêt, la notion de forêt profonde et puis le mystère aussi dans la forêt. Mystère forcément, mais aussi des habitants de cette forêt. Les Amérindiens sont les premiers. Et les marrons, donc, ces marrons qui au départ de l'habitation, ou même avant même d'être mis en esclavage, il y en a certains qui ont fui et qui se sont installés dans la forêt. Accueillis quelquefois par les Amérindiens. On a toujours pensé qu'il y avait une espèce de... Donc, j'ai voulu, donc là, c'est le petit côté histoire, réconcilier cette pensée pour dire que ça n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours eu des combats entre les Amérindiens et les Marrons, c'est pas vrai. Vous savez, par exemple, dans ce genre de civilisation, les chamans, par exemple, la science des chamans. Voilà. Il y a 80% d'Africains dedans aussi. Hein. Ouais. Alors, le chamanisme, donc les Amérindiens, les nôtres qui viennent, donc quelque part quand on fait des recherches très poussées, nous avons dans le fond de la Guyane des Talouègues et nous avons une sorte presque de piste, on dirait, qui passe par le Brésil, par l'arrière du Venezuela et qui remonte un petit peu jusqu'au Pérou. Et donc, nous supposons qu'il y a eu au tout début, donc il y a des siècles et des siècles de ça, une migration d'Amérindiens venus par là. Et donc, le chamanisme pur des Amérindiens existe. Il n'en demeure pas moins que les connaissances africaines sont également présentes et puissantes. C'est pour ça que je n'aime pas le terme animiste. Ça aide souvent... Ça banalise trop de choses, tu vois. Tandis que c'est beaucoup plus profond ce que vous êtes en train d'écrire là. Alors, grâce à la richesse de l'écriture, la magie opère, nous naviguons entre éveil et rêve, etc. Mais toujours dans ce côté vaporeux du rêve, quoi. J'ai choisi ce côté pour rendre hommage au conte. La notion de conte, nous, la tradition, la transmission des connaissances passe par le conte. Nous sommes un peuple d'oralité. Mais bien sûr, les conteurs dans les veillées, etc. Voilà. L'oralité est importante et les contes sont importants parce qu'ils sont porteurs de sens, de valeurs, mais aussi de connaissances que nous ne sommes pas toujours à même de détecter parce que nous sommes devenus extrêmement matérialistes, en tout cas très proches des choses concrètes. Alors, Madame Ribal, là, on a présenté un petit peu le roman. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris que vous avez affaire à une dame qui a un souci de transmission, évidemment, envers les nouvelles générations, mais qui également nous fait reconnaître nos réalités. Donc, Madame Ribal, il est déjà sorti, le roman? Oui, alors, le dernier roman, Nuit intégrale, a fait l'objet d'un choix. J'ai obtenu le prix Panamazonien Caraïbes. Et ce prix a été conçu par un éditeur guyanais. Oui. Ce sont les éditions Rimané. Oui.
avec un jury donc assez large d'enseignants, oui, d'écrivains, aussi de bibliothécaires, etc. Bref, donc ce prix panamazonien a fait l'objet d'une diffusion très large, puisqu'il y a des gens qui ont participé ici, en Martinique, et en Guadeloupe, et en Jamaïque à ce prix. Et je l'ai obtenu. Je vous propose maintenant de montrer à l'écran le dernier, surtout le dernier. Ah, alors le dernier, je ne l'ai pas, je pensais que vous l'aviez. Ah bon? Oui, je n'ai pas emmené le dernier, puisque... Bon, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est nu intégral, oui, c'est nu intégral, c'est bien ça, le voilà. Voilà, c'est donc, parfait. ce roman, celui que je vois à l'écran comme on l'a. Voilà. Oui, oui. Donc, Myrtha Ribal vous invite, Myrto Ribal vous invite à le découvrir. Bientôt, vous êtes en séance de dédicace? Oui, je serai en séance de dédicace à Fort-de-France, oui, à Casabule. Oui. Voilà, ça sera dans les semaines à venir. Et si on veut un livre, on peut aller directement à Casabule, se le procurer en plein Fort-de-France. Un plaisir pour nous, en tout cas, d'accueillir Madame Ribal dans le cadre de cette séquence Quad 9. À très bientôt sur Zouk TV. Merci, au revoir. Non, mais c'est bien.